Humanité et IA, avec votre consentement, je vous déclare solennellement unis pour le meilleur et pour le pire, et ce pour l'éternité. Bonjour et bienvenue dans ce 5e et avant-dernier épisode de notre 360 degrés autour de l'intelligence artificielle. Il fera le pont entre ce que nous avons vu et ce dernier qui tentera de répondre à la question pas si évidente de qui est aux manettes. Quel rapport entre la géopolitique ou la géostratégie et l'IA, me direz-vous ? C'est ce que nous allons voir en ayant en perspective que dans 10 ans, 30% de l'économie dépendra des tâches extérieures. Mais en attendant, l'IA risque de catalyser le syndrome du sentiment de la toute-puissance. You know, I'm the kind of guy who just thinks it's abominable when a superpower with all this military might, with no provocation, attacks a country that is, Iraq. Korea. No, sorry, Ukraine. Terrible. Dopamine très régulièrement alors qu'il n'est pas conçu pour ça, ça a flingué votre attention, littéralement. Tout commence à vous paraître trop lent, trop fade, peut-être même cette vidéo d'ailleurs. Peut-être que cette vidéo vous dites « Ah là là, il parle trop, il y a trop de palabres, il pourrait pas aller à l'essentiel ». Ça, c'est un signe d'attention fatiguée. Comparé à TikTok, cette vidéo, c'est une séance de méditation. Chill. Et là, je vous parle même pas de lire un livre, faire des recherches, tout. Je suis sûr que rien que de vous le dire, vous dites « C'est vrai que ça, c'est un peu lent ». Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry, enfin son avatar, ou plutôt son assistant à tout faire en quelque sorte. En attendant, je me dois juridiquement de prendre quelques précautions d'usage en vous disant ceci. Merci à tous ceux qui m'ont fourni la matière première et à qui j'ai emprunté les travaux, les vidéos ou les images sous forme de courts extraits à des fins purement pédagogiques et non commerciales, et donc dans le respect des droits d'auteur, contrairement au pillage en règle nécessaire à ma naissance. En souhaitant que cela vous donne envie d'aller visionner les œuvres originales et en espérant n'avoir oublié aucune citation, ni n'avoir lésé quiconque dans cette conférence, le cas échéant, je prie les auteurs de bien vouloir m'en excuser. Cette vidéo est non monétisée ni sponsorisée, ce qui me permet de recommander ceux qui m'ont apporté savoir et compréhension. Son auteur, le vrai Thierry, pourrait être amené à émettre des avis personnels que vous voudrez bien considérer comme tels. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires sont données à titre informatif et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des conseils financiers ou d'investissement. On commence donc par les normes et les brevets. Avec le renseignement technologique, c'est le premier niveau de conflit. Il y a bien un modèle européen, Boom, que vous voyez là, qui fonctionne pas trop mal, mais tout est trusté par les USA qui attendent bien que cela reste américain. À ce rythme, dans 10 ans, nous dépendrons totalement de ressources extérieures. Les loups se mangent entre eux. Microsoft a investi 100 milliards de dollars dans Bing, qui n'a pris que 3% de part de marché, malgré ses accords avec OpenAI. OpenAI, c'est ChatGPT, et dit ne pas pouvoir lutter contre Google, qui a passé un accord avec Apple qu'il propose par défaut. Côté start-up spécialisées en IA, depuis 2013, on en compte 4643 aux USA, 1337 en Chine, et enfin, selon ce que l'on sait, 630 chez la perfide Albion et 338 en France. La messe est dite. Tous les moyens sont mobilisés pour que les USA conservent leur suprématie. La pieuvre est donc sous contrôle. Il est vrai que la Chine avec ses unités de cyberguerre, l'Inde avec ses informaticiens, la Russie avec ses hackers et les dollars saoudiens, ça va donner. On ne risque que des coups puisque l'on a parmi les meilleurs cerveaux mais qui partent aux USA faute de moyens. Les États-Unis nous mettent en garde contre notre réglementation qui pourrait entraver leur expansion. Et tout ça à crédit, et comme d'habitude, en Amérique, les budgets suivent. Alors, déjà en 2006, quand j'enseignais la guerre économique, la contre-ingérence et autres opérations coercitives, nous avions mis ces relais d'opinion au large spectre en évidence. Dès 1999, In-Q-Tel, filiale de la CIA, démarrait avec un budget de 28 millions de dollars, rapidement investi dans Google, Palantir, puis Swarm Technologies, détenu par SpaceX. Ces investissements sont secrets, néanmoins on compte à peu près 300 entrées pour une centaine de sorties. Ce sont eux qui nous ont piqué J'aime plus, ce spécialiste français des cartes à puce, sans qu'on ait rien voulu voir venir, ce qui a généré la mise en place de l'intelligence artificielle, de l'intelligence économique, lapsus révélateur, de l'intelligence économique avec Alain Juillet et suite au rapport du député Kéron.
Alors le président Clinton, entre 1993 et 2001, a lui affecté 50% des moyens de renseignement US au renseignement économique dont nos leaders nationaux en ont payé le prix à l'export. Mais par contre, je pense que ces moyens lui ont peut-être manqué ailleurs 10 ans plus tard. In-Q-Tel, filiale capital risque de la CIA, qui est au capital de tous les GAFAM, ce qui, au passage, finance le reste. Et ce sont eux qui sont derrière les ventes de nos pépites industrielles stratégiques, autorisées béatement par notre gouvernement et de façon complice et rémunérée par leurs dirigeants. Je pense là notamment à Alstom. L'IA aussi nous sera injecté en perfusion par les GAFAM. Alors maintenant, nous allons voir les liens entre les GAFAM et la NSA, liens, pour pas dire consanguinité, entre les GAFAM et les services de renseignement. Résumé, tout ce que vous dites arrive aux USA via la NSA et ses grandes oreilles. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, le mieux est d'être sous le robinet et à l'intérieur des entreprises. Donc, il n'y a pas de guerre militaire et de guerre économique, il y a la guerre globale à qui l'IA va faire un bond technologique de plus avec une belle part faite aux opérations psychologiques et autres déstabilisations. Alors, la liste des guerres secrètes de la CIA, voilà, il y en a des tonnes. Vous trouvez de la doc là-dessus. Par contre, vous trouvez également une bonne vidéo sur la façon dont la CIA brise des vis, selon un ex-ambassadeur britannique aux États-Unis entre 1993 et 2004, Craig Murray. Et puis vous avez également Robert Fitzgerald Kennedy Jr., qui nous explique comment la CIA fabrique des armes biologiques. Et donc, pour elle, effectivement, l'IA n'est qu'une arme supplémentaire. Alors, le problème pour l'humanité n'est pas l'IA, mais la nature grégaire de l'homme, donc l'homme lui-même. L'IA est une arme, va devenir une arme dans la prolongation de la lance, des flèches et ainsi de suite. Alors, l'éternelle guerre entre les USA et l'Europe, ou du moins des USA contre l'Europe, Europe qui aurait pu être potentiellement première puissance économique. Enfin, si on peut appeler ça une guerre, il s'agit ni plus ni moins de l'AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territory, sous une autre forme. C'était le nom de la tentative américaine de mettre en place un système de gouvernance militaire dans les pays européens occupés après la guerre, et tout particulièrement la France indocile du général de Gaulle. Comme le rappelle Éric Branca, notre chers amis américains, de tentatives, nous sommes passés à une réalité après l'infiltration de la Grande-Bretagne et le pilotage de sa filiale allemande pour déstabiliser l'UE. UE créée par Robert Schuman et Jean Monnet, qui avaient pris leur dernière consigne à New York la semaine précédente. La Pologne sera dorénavant par délégation le bras armé américain en Europe, avec la plus grande armée pour le côté hard power, et les GAFAM et l'IA via le soft power. Le tout sous l'égide du Forum économique de Davos, garant de la pensée mondialiste portée par les Young leaders mondiaux. On verra ça dans le prochain épisode. Petit épisode, Nord Stream s'était écrit, le premier secrétaire général de l'OTAN, la grande stratégie des anglo-saxons est de garder les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands sous tutelle. Donc Ronald Reagan s'opposa à la livraison du gaz russe à la France et à l'Allemagne. Après avoir pris les 20 sanctions contre les entreprises des deux pays, il ordonna à William Castle, directeur de la CIA, de saboter le gazoduc Yamal en Pologne, ce qui bien évidemment fut fait, et potentiellement, pourquoi pas, Nord Stream 2. Alors de tentatives, nous sommes passés à une réalité avec l'infiltration de la Grande-Bretagne et le pilotage pour déstabiliser donc l'Allemagne, et aujourd'hui ça continue pendant que l'Europe se suicide, les USA se goinfrent ouvertement, notamment avec leur gaz de schiste, mais avec le dollar et avec tout. Alors, quel rapport me direz-vous avec l'IA ? Lorsque j'ai vu ce qui s'est passé durant la grève des camionneurs à Ottawa. Quelques mois auparavant, j'avais prononcé un discours devant une foule nombreuse en Italie sur les dangers de la monnaie numérique, et en particulier sur ceux de la monnaie programmable, qui pourrait être utilisée par les gouvernements pour faire respecter leurs règlements et punir les mauvais comportements en combinaison avec des systèmes de surveillance et de reconnaissance faciale qui leur permettraient de savoir quand vous faites quelque chose d'interdit et de désactiver votre carte de crédit. C'est ce qui se passe actuellement en Chine. En Occident, un tel système pourrait permettre au gouvernement de limiter les achats de produits alimentaires aux magasins situés dans un rayon de 5 minutes à pied de votre domicile. J'ai utilisé cet exemple comme une hypothèse pendant mon discours. Et 6 semaines plus tard, j'ai vu le même genre de choses arriver aux camionneurs d'Ottawa.
Comme la plupart d'entre vous le savent, la grève des camionneurs était une manifestation pacifique de personnes qui réclamaient des droits considérés comme sacrés et pris pour acquis par tous les Américains. Le droit d'être libre de tout mandat gouvernemental, la liberté d'expression, la liberté d'association et de réunion, le droit de pétition vis-à-vis du gouvernement, toutes ces choses que nous considérons comme allant de soi. Malgré le fait qu'il s'agissait d'une manifestation pacifique, le gouvernement canadien a férocement réprimé la manifestation des camionneurs. Les représentants du gouvernement ont déclaré l'état d'urgence et supprimé la liberté d'expression. Plus inquiétant encore, ils ont gelé les comptes bancaires de centaines de manifestants et de leurs sympathisants, qu'ils ont identifiés à l'aide de technologies de surveillance et de contrôle des données. Aucun de ces manifestants pacifiques n'avait enfreint la loi. Ils n'avaient pas été inculpés et n'avaient certainement pas été condamnés. Mais tout à coup, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus accéder à l'argent sur leur compte bancaire pour rembourser leurs prêts ou pour nourrir leur famille. Lorsque j'ai été témoin de cette catastrophe, de cet usage dévastateur de la répression gouvernementale, j'ai réalisé pour la première fois que la liberté monétaire est un droit aussi important que la liberté d'expression. Alors, l'IA ne fait pas exception. L'ancien administrateur de BlackRock déclare que la population active a été empoisonnée. Je ne rentrerai pas sur ce sujet délicat. Par contre, celui-ci, de sujet, il est parfait. Et Harrelson le dit très bien avec humour. You know, I'm the kind of guy who just thinks it's abominable when a superpower with all this military might, with no provocation, attacks a country that is, you know, Iraq. Korea. No, sorry, Ukraine. Terrible. Alors, je vous en remets une petite couche parce que ça exprime bien la pensée. Je suis très fier en tant que président des États-Unis d'Amérique d'avoir été récompensé du prix Nobel de la paix le 10 décembre 2009 pour, je cite, « mes efforts extraordinaires en vue de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples, alors que je commençais à peine mon mandat et que tout le monde sait bien que ce ne sont pas les USA qui mettent le feu au monde depuis 1944. » Ce mandat a été celui qui a compté le plus de tirs de missiles depuis des drones, sans confirmation au sol, comme le 17 décembre 2009, soit 7 jours après la remise de ce prix, où une frappe a touché un village et a causé la mort d'au moins 14 civils, dont plusieurs femmes et enfants, et, peut-être 2 supposés terroristes. Comme nous avons dû partir de ce pays de merde la queue entre les jambes sans prévenir nos prétendus alliés, nous avons choisi une autre stratégie pour l'Ukraine, dont nous sommes déjà propriétaires de 30% des terres, que les Ukrainiens aillent à la boucherie eux-mêmes. C'est moins d'emmerde à gérer et une fois qu'ils auront compris on fera comme pour Kadhafi, Saddam et tant d'autres. Mais tout cela avec le sourire car nous sommes le bien extraterritorial incarné qui s'affranchit lui-même de toute loi. Alors, bizarrement, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui bat le record, mais bien le prix Nobel de la paix, en l'occurrence Barack Obama. Le 10 septembre 2001, le secrétaire à la défense de l'époque, Donald Rumsfeld, un des faucons qui a amené les États-Unis en guerre contre l'Irak, a déclaré dans un discours que le gouvernement, je cite, ne pouvait pas tracer des transactions d'un montant de 2300 milliards de dollars du budget du ministère de la Défense. Le lendemain, il est passé à autre chose. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Quelques souvenirs de l'époque où les Russes se battaient en Afghanistan et où les USA ont créé un de leurs monstres, un de plus, qui comme d'habitude se retourne contre eux avant qu'ils n'arrivent à l'éliminer au prix de milliers de vies civiles et de GI. Alors on connaît la musique, donc Mektoub, là aussi c'est écrit, tic-tac, mais évidemment si on les écoute c'est toujours pour la paix et le bien des peuples. Donc le 6 août 1945, les États-Unis lâchaient une bombe atomique sur Hiroshima puis Nagasaki, alors que il y avait des pourparlers de paix et de reddition qui avaient été entamés par le Japon, et ça on le sait sur des documents déclassifiés. Il y a un article du Chicago Tribune daté du 19 août 1945. L'usage du bombe n'avait pas d'autre but que s'imposer face à l'URSS.
Et ça arrive après l'extermination des peuples indiens, l'esclavage, le largage de bombes atomiques, on vient de le dire, le napalm au Vietnam, les frappes chirurgicales en Irak. Alors chirurgicales, elles n'ont de chirurgicales que la précision, parce que quand vous envoyez 250 kg ou 500 kg, la taille du trou est le même. Les cow-boys civilisés de l'Axe du Bien n'ont de leçons à recevoir de personne, puisqu'ils sont le bien personnifié. Le lobby militaro-industriel contre lequel nous mettait en garde Eisenhower, le président Eisenhower et le général Eisenhower, qui était devenu président en quittant ses fonctions et qui était aux premières loges pour savoir de quoi il parlait. Alors, maintenant que tout est informatisé, le moyen le plus facile d'attaquer un pays n'est pas de lui envoyer une armée, c'est de s'en prendre à ses systèmes informatiques. Aujourd'hui, vous pouvez couper l'électricité d'un pays entier simplement en faisant sauter un serveur. Vous pouvez faire des milliers de morts en piratant les systèmes informatiques des hôpitaux d'un pays, ce dont ne se privent pas en ce moment les hackers. Et donc, allez imaginer les dégâts si un pays hostile ou une organisation terroriste parvenait à pirater les systèmes informatiques de l'armée ou de l'administration américaine. Pour la défense de ce pays, ce serait une catastrophe comparable à celle de Pearl Harbor. Chaque jour, les États-Unis sont touchés. Cette guerre numérique coûte pas moins de 2,9 millions de dollars par minute. 2,9 millions de dollars par minute. Et du jour au lendemain, on s'est aperçu que l'IA, devenue l'un des outils les plus puissants dont disposait l'humanité, eh bien, ma foi, ouvrait ou allait catalyser et rendait des choses impensables qui sont devenues dorénavant envisageables, et tout ce pour moins de 130 milliards de dollars, pour pas moins de 130 millions de dollars, qui seront investis par Washington, comme nous l'avons vu précédemment. Donc toutes les formes sont imaginables. Le 20 juillet, le président du Forum économique de Davos, le célèbre Klaus Schwab, dont on va parler dans le prochain épisode, on ne prête pas suffisamment attention à l'effrayant scénario d'une cyber-attaque globale qui occasionnerait un arrêt complet de l'approvisionnement en électricité, des transports et ainsi de suite. La crise du Covid sera perçue à cet égard comme une petite perturbation en comparaison à une cyber-attaque majeure. Je vous laisse méditer sur les paroles de ce brave homme, mais la roue tourne et donc les volontés hégémoniques se font de plus en plus pressantes. Mais pour expliquer cela, je vous laisse 2 minutes dans les mains expertes d'un monsieur qui sait. Et il sait parce que d'abord, il a fait, c'était son métier, mais aussi et surtout parce qu'il sait, en tant qu'analyste, se défaire de tous ces biais et filtres pour les choses telles que sont, pour voir les choses telles que sont et non pas telles que nous les voyons par le biais de nos prismes culturels, civilisationnels, éducatifs et autres. Je vous laisse écouter, c'est parfait. C'est quelque chose cette année qui est terrible. Parce que c'est ça le vrai changement de fond. À la réunion des BRICS, ils ont fait rentrer l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Argentine. Et on vient de s'apercevoir que les BRICS aujourd'hui représentent à peu près 35% de la population mondiale et représentent surtout un peu plus de 30% du PIB mondial. Quand le G7, vous savez, nous, qui donnons des ordres à tout le monde, qui menaçons tout le monde et autres, nous, on ne pèse que 27% du PIB mondial et on n'a pas 25%, même pas. On est moins de 20% de la population mondiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, nous venons de vivre la bascule. De voir se redessiner une carte du monde dans laquelle, vous m'excuserez, nous ne sommes pas. En tout cas, nous ne sommes pas. Nous ne sommes plus du tout dans le niveau où on était. Quand je vois certains présidents dire « vous allez faire ça, sinon vous allez voir ce que vous allez voir », y compris les Américains qui disent « on va vous poursuivre avec les lois extraterritoriales ». Je ne sais pas si vous avez remarqué avec l'Iran, comme ce qu'ont fait les Chinois, parce que l'Iran, blocus américain total. Bon, qu'est-ce qu'ont fait les Chinois? Ils ont signé un accord énorme, c'est des centaines de milliards, dans lequel tout sera en troc. Parce que les lois extraterritoriales américaines, ça ne marche pas sur le troc. Et donc, ils vont jouer sur le troc. Quand vous voyez toujours les mêmes Iraniens, l'Iran est le pays maintenant où il y a le plus grand nombre de fermes de Bitcoin. Alors vous savez que sur le plan écologique, c'est pas terrible, hein, mais c'est là où il y a le plus grand nombre de fermes de Bitcoin. Pourquoi? Parce que l'Iran ne le dit pas assez, comme elle peut plus exporter, elle peut plus travailler compte tenu du blocus américain, elle paie tout ce qu'elle peut, elle le paie en Bitcoin. Alors là, or la monnaie électronique, le MBS, le Saoudien dit « j'accepte que les Chinois payent en yuan ». Quand les Indiens disent « j'accepte de payer le pétrole aux Russes en roubles », ils sont en train de tuer la suprématie du dollar au niveau mondial. Alors bien sûr, ce que je suis en train de vous dire là, ça ne va pas se passer demain matin. Le dollar va rester encore un certain temps une très grosse puissance. Mais ce qu'il faut bien que vous voyez, c'est que peu à peu, ça tombe. Et si nous, on ne fait pas attention,
et qu'on continue à croire que la situation actuelle, elle va durer 20 ans, eh ben on a perdu la guerre. Et pendant les travaux, la vente continue. Donc ça amène à une de mes vidéos de la Shenzhen Crise. Peut-on ne pas être collapsologue en cette période de guerre, non totale, parce qu'il n'y a pas encore aucun frappadingue qui n'a utilisé, qui a appuyé sur le bouton de l'arme nucléaire, même tactique, comme si cela existait d'ailleurs, mais dans cette guerre globale où tous les moyens sont mixés. Donc là, on a effectivement toutes les guerres qui ne font qu'une. Je ne ferai pas le rapprochement avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, que sont la maladie, la famine, la guerre et l'hégémonie, justement. Le cavalier de l'Apocalypse, qui représente la guerre, dans l'iconographie, a la forme d'une épée de fer, comme clairement mentionné dans le Nouveau Testament. Épée de fer, ce nom vient d'être utilisé dernièrement. Alors, pour conclure, pour autant qu'on puisse conclure, ou du moins passer la main au prochain épisode, le 11 septembre, l'Ukraine, Israël et tant d'autres mauvaises surprises, si on peut les appeler comme ça, ont un point commun, au-delà d'être des conflits asymétriques, où l'intelligence et l'adaptabilité font des merveilles face à des milliards de matériels sophistiqués, mus par des algorithmes, et au-delà de l'effet de saturation des systèmes de défense mis en place. Ce qui, à mon avis, pêche le plus, ou ce qui fait le plus mal, c'est le syndrome de la toute-puissance que l'IA va probablement catalyser, accélérer et accentuer. Alors cela s'est traduit de plusieurs façons, mais notamment par un sentiment d'invulnérabilité qui mène à un manque de vigilance, au point où des soldats israéliens se sont fait capturer en caleçon dans leur sommeil. Ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait pas, et que toute l'électronique et l'IA, comme tous les murs, même intelligents, n'y ont rien pu, car derrière, il y a l'homme. Il y a l'homme dans toute sa splendeur, mais également avec toutes ses fragilités. Alors, je ne sais pas si on avait remplacé l'homme par l'IA, c'est-à-dire que si on donnait à l'IA l'autorisation d'engager le feu et autres, si les résultats eussent été différents, ou s'ils auraient été encore pires à cause d'un accident, comme on a pu le voir dans les chapitres précédents, où l'IA perd la boule et on perd le contrôle de l'IA. Certes, alors, dans le cas présent, sur lequel on ne va pas s'attarder, il s'agit de l'absence de renseignement opérationnel, mais aussi le sentiment pour les dirigeants politiques d'avoir fait le nécessaire en votant des milliards de crédits au profit des lobbies militaro-industriels qu'on a évoqués tout à l'heure avec Eisenhower, qui lui ont vendu une quasi-invulnérabilité. Alors, la puissance du renseignement et de la surveillance électronique s'est faite au détriment du renseignement humain, traitant des sources, des contacts, remontant des ressentis, en imaginant qu'en interceptant toutes les conversations téléphoniques, ça remplacerait le fait de voir deux mecs s'échanger un bout de papier à l'intérieur d'un salon de thé ou d'un bistrot. Et pareil, décrypter de façon humaine, avec ses ressentis, ses tripes, un regard entre deux personnes. Ça, les satellites là-haut, ils voient pas. Alors, cela laisse toutes les possibilités d'un combat asymétrique, ce qui est également, par exemple, le cas en trading, où les algorithmes pensent à peu près tous de la même façon, vont dans le même sens, s'auto-saturent mutuellement et ne peuvent s'intéresser qu'aux grosses valeurs, laissant ainsi toute la place aux innovateurs, aux traders pour compte propre, innovants, rusés, et surtout à l'analyse de la psychologie des opérateurs et des foules. La bourse, les marchés financiers, c'est avant tout cela. Certes, il y a des algorithmes derrière, mais il y a des opérateurs. Alors, ce qui permet aux traders pour compte propre de tirer leur épingle du jeu sur les marchés financiers, à l'abri de ces monstres, voire de les battre. Car quand tout le monde pense la même chose, plus personne ne pense. Alors, les technophiles ou les économistes aiment à vous faire croire qu'ils tout est sous contrôle, qu'ils sont capables de faire des modèles mathématiques, que l'IA peut vous donner le PIB ou l'inflation à 5 ans et prendre en compte toutes les dérivées, etc. parce que ce sont des grands matheux. Mais ce qui leur échappe, comme la vélocité, les effets de bord, les signes noirs, sont des éléments purement psychologiques, encore une fois, que même l'IA aura bien du mal à décrypter, tant la nature humaine est multiple et complexe surtout. Sauf à ce qu'effectivement, la folie des 7 milliards d'AGI personnalisés voit le jour, c'est-à-dire que quand il y aura une IA de créer, comme on l'a vu il y a 2 épisodes précédents, quand une IA sera créée pour correspondre à chacune des personnes, c'est-à-dire quand vous aurez transféré à cette IA votre conscience, votre inconscience et votre personnalité. Et à ce moment-là, effectivement, comme on l'a vu précédemment, ce sera probablement la fin de l'humanité. Mais d'ici là, encore une fois, profitez des opportunités que va offrir l'IA, mais protégez-vous, formez-vous, faites l'effort de comprendre, car pour dîner avec le diable, il faut une fourchette avec un grand manche surtout. Merci de votre attention et à bientôt pour le dernier épisode.